Conakry, 20 mai 2014. Bonsoir au sommaire. Le premier passeport biométrique délivré. Les opérations se déroulent au ministère de la Sécurité. Elles suscitent de l'engouement chez les demandeurs de documents de voyage. L'aménagement et le bitumage des villes de l'intérieur se poursuivent. En route Guinée, le réseau routier s'améliore. La population salue cette action du gouvernement. Dans l'actualité encore sport, avec la 14e journée du championnat de football Ligue 1, Auréa met la pression et s'impose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret portant nomination de haut cadre au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, M. Modi Ouri Bari, socio-économiste, consultant international. Chef de cabinet, M. Mohamed Traoré, administrateur civil, confirmé. Conseiller principal, M. Billy Nankouma Doumbouya, administrateur civil en service audit ministère. Conseiller chargé des questions de modernisation de l'administration, M. Alpha Ba, expert TIC, précédemment chargé d'études en système d'information audit ministère. Conseiller chargé des questions de gestion des ressources humaines, M. Lansana Kourouma, précédemment directeur national de la réforme administrative audit ministère. Conseiller juridique, M. Makanera Al-Hassan Kake, juriste, précédemment directeur de l'Institut de réforme et de perfectionnement en administration et gouvernance. Conseiller chargé de mission, M. Alassane Kaba, spécialiste en gestion des ressources humaines, résident aux États-Unis d'Amérique. Attaché de cabinet, M. Lamine Sissé, professeur, précédemment en service au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Inspecteur général de l'administration publique, M. Eugène Falikou Yamalo, administrateur civil, confirmé. Inspecteur général adjoint de l'administration publique, GAP, M. Ahmed Sekou Keita, juriste, précédemment directeur national adjoint des relations institutionnelles et extérieures au ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. 11. Directeur national du service concours et examen professionnel, M. Sekou Rouge Condé, professeur, précédemment chef département audit service. Directeur national adjoint du service concours et examen professionnel, M. Karamoko Omar Yalo, administrateur civil, précédemment chef division gestion des ressources humaines au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Directeur national de la gestion des carrières, M. Nankouma Diallo, juriste, précédemment en service au Centre de perfectionnement administratif au dit ministère. 14. Directrice nationale adjointe de la gestion des carrières, Madame Titi Kamano, administrateur civil, précédemment en service au dit ministère. Directeur national de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, M. Sekou Doumbouya, économiste, précédemment directeur national adjoint de la fonction publique au dit ministère. Directeur national adjoint de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, M. Yamonsa Nana Kamara, juriste, chef de la division études, planification et statistiques des effectifs à la direction nationale de la fonction publique. 17. Directeur national de la modernisation des systèmes d'information et de gestion des ressources humaines. M. Jaoro Antoine Delamont, ingénieur informaticien, précédemment en service au dit ministère.
18. Directeur national adjoint de la modernisation des systèmes d'information et de gestion des ressources humaines. Monsieur Ibrahima Kamil Kourma, ingénieur informaticien, précédemment directeur général de l'Agence de la gouvernance électronique et de l'information de l'État. Secrétaire national au renforcement des capacités, monsieur Mamadi Kondé, confirmé. Secrétaire nationale adjointe au renforcement des capacités, madame Touré Kadigé, Mama Kalé, juriste précédemment en service au Centre de perfectionnement administratif au dit ministère. Coordinateur général du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration, M. Amara Kamara, précédemment directeur division consulting et projet digital France. Coordinateur général adjoint du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration, M. Ousmane Bengoura, inspecteur des services financiers et comptables, précédemment conseiller du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et la modernisation de l'État. Directeur général de l'Agence nationale de la gouvernance électronique et de l'informatisation de l'État, M. Ahmed Camille Camara, ingénieur informaticien, précédemment directeur général adjoint de la dite agence. Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la gouvernance électronique et de l'informatisation de l'État. Monsieur Nemouké Kondé, ingénieur informaticien spécialiste en entrepreneuriat et innovation. Directeur général du Centre de perfectionnement administratif, monsieur Massé Camara, précédemment directeur général adjoint par intérim du CEPA au dit ministère. 26. Directeur général adjoint du Centre de perfectionnement administratif, M. Bengali Kamara, juriste, précédemment directeur national adjoint de la réforme administrative au dit ministère. Directeur du projet École nationale d'administration, PENA, M. Laï Moussa Kondé, confirmé. Directeur adjoint du projet École nationale d'administration PENA, M. Mamadou Bari, juriste, précédemment directeur de l'Institut de recherche et de perfectionnement en administration et gouvernance. Directeur du projet de réhabilitation et opérationnalisation du fichier central et des fichiers périphériques de la fonction publique, M. Alkali Mangué Yansani, administrateur civil, précédemment chef service information, documentation et archives au dit ministère. 30. Directeur adjoint du projet réhabilitation et opérationnalisation du fichier central et des fichiers périphériques de la fonction publique, M. Mohamed Nour Kamara, administrateur civil, précédemment au service information, documentation et archives au dit ministère. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 20 mai 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant nomination des inspecteurs régionaux de l'administration publique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Inspecteur régional de l'administration publique de la ville de Conakry, M. Tierno Ali Kamara, administrateur civil, précédemment au service national concours et examen professionnel. 2. Inspecteur régional de l'administration publique du Kilia, M. Ibrahima Bengoura, administrateur civil, précédemment en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Inspecteur régional de l'administration publique de Boké, M. Mamadou Saliousso, administrateur civil, gestionnaire des ressources humaines au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et la modernisation de l'administration.
4. Inspecteur régional de l'administration publique de Mamou. Monsieur Michel Souma, professeur, précédemment inspecteur disciplinaire à l'inspection générale de l'éducation au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. 5. Inspecteur régional de l'administration publique de l'Abbé, M. Cheikh Mohamed Keïta, précédemment gestionnaire des ressources humaines au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Inspecteur régional de l'administration publique de Farana, M. Numa Victor Tolno, précédemment gestionnaire des ressources humaines au Conseil économique et social. Inspecteur régional de l'administration publique de Kanka, M. Ablaï Was Kondé, professeur, précédemment en service à la direction communale de l'éducation de Matam. Inspecteur régional de l'administration publique de Nzérékouré, Madame Jenabo Doumbouya, administrateur civil, précédemment chef division des ressources humaines de la préfecture de Nzérékouré. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 20 mai 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Notre temps fort de cette édition, les passeports biométriques sont maintenant disponibles. Le ministère de la Sécurité a entamé les opérations de livraison des passeports. La cabine de validation des dossiers située dans l'enceinte du ministère de la Sécurité ne désemplit pas. La confection des passeports est assurée par la société malaisienne Iris Corporation. Elle compte délivrer 200 documents de voyage par jour. C'est un reportage signé de Saliou Bar. Une petite baraque retirée au fond de la cour du ministère de la Sécurité. Elle sert à l'identification et à la validation des dossiers de candidature pour les premiers passeports biométriques. Ibrahim Diallo et son épouse viennent de passer devant les agents examinateurs. J'avoue que ça s'est bien passé, sauf que je vais faire un plaidoyer pour la police. L'équipe qui est là-bas travaille dans des conditions très difficiles. Après la validation des dossiers, direction salle d'enrôlement. Ici, les agents du département de la sécurité s'activent. La satisfaction de la clientèle est une préoccupation. Plus de temps passe, le travail se passe dans de très bonnes conditions, on n'a pas de problème. Les gens viennent passer à l'interview, tout se passe bien. On n'a pas rencontré de difficultés d'abord. La procédure est normale. Si ça continue comme ça, c'est un peu bon. Dans la salle d'impression, les techniciens mettent les bouchées doubles pour livrer les premières pièces biométriques. À 14 h, le premier document est disponible. Bintia Traoré, 2 ans, est la première Guinéenne à obtenir son passeport biométrique. C'est une fierté et un sentiment de satisfaction que ma fille soit la première Guinéenne à avoir son passeport biométrique. Pour avoir d'abord un passeport guinéen, il faut être de nationalité guinéenne. C'est la première condition sine qua non. Deuxièmement, il faut constituer un dossier. On vous a dit les éléments constitutifs d'un dossier de demande de passeport. Vous passez à l'Ecobank, à la banque, vous versez les 500 000 francs, on vous donne un reçu, vous vous présentez à nous. Nous procédons à l'interview. Il n'est pas dit que lorsque vous êtes nanti d'un reçu de paiement de la valeur du timbre à l'Ecobank, vous avez automatiquement le passeport. Non, on procède à l'interview dans nos langues nationales pour savoir qui est guinéen et qui ne l'est pas. La confection des passeports biométriques est confiée à une société malaisienne. Elle mise sur la sécurité. Les agents du département de la sécurité aérienne et terrestre travaillent du lundi au vendredi. Pour ce début, ils comptent délivrer plus de 200 passeports biométriques par jour. Après les travaux de construction de la voie urbaine des villes de l'intérieur du pays se poursuivent à la satisfaction des populations à Haute-Guinée. Après 5 ans, Sigui et Farana, l'entreprise Guiter a débuté le bitumage de la ville de Dabola. Ces actions sont financées par le gouvernement guinéen, des actions hautement appréciées par les bénéficiaires. Le point avec Fodé Bangali Fofana, notre correspondant permanent à Haute-Guinée. Ce revêtement de la voirie urbaine de Dabola s'étend sur 6 km, reparti en 13 lignes. Avoir cette course de béton bitumineux ici à Dabola était un rêve pour certains citoyens dans cette ville.
demandais est-ce que nous aurons le goudron. C'est aujourd'hui que je vois le goudron, donc le rêve est devenu une réalité. Ce que nous pouvons, c'est remercier le gouvernement, remercier le chef d'État pour ce don. Franchement, c'est une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir le coutume à Dabola. Dabola fait partie des 8 villes de l'intérieur à bénéficier de ce projet exécuté par la Guinéenne de terrassement routier Guiter. Une mission de contrôle de BAEC est sur le terrain et qui suit étape par étape toutes les phases d'exécution du projet. La rodée est de très bonne qualité. Nous appliquons le bitume 60-70 de normes européennes qui tient dans des zones tempérées. Ici, pendant que ce béton bitumineux est en train d'être posé, de l'autre côté, les travaux d'assainissement se poursuivent très activement. Un travail que le maire de la commune urbaine souhaite voir terminé avant les grandes pluies. Très sincèrement, les activités se passent très bien et il y a une franche collaboration entre l'équipe, le chef de chantier, les experts qui sont là. Dès qu'il y a un problème, ensemble, on se concerte et c'est réglé à la minute près. Dans les autres villes, comme ici à Mandiana ou à Kerouane et à Dinguiraï, les travaux de remblai étant terminés, c'est la couche de base qui est en train d'être posée avant de recevoir là aussi la couche de béton bitumineux. Un pari que l'entreprise Guiter est en train de gagner contre toute attente à l'intérieur du pays. Dans l'actualité encore, le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines de Guinée, AWEP, en abrégé, vient de signer un accord de prêt avec une institution financière de la place. Ces fonds devraient aider les femmes à accroître leurs revenus. Le programme AWEP est soutenu par la première dame de la République, Aya Yene Condé. Voici le reportage de Ali Badara Condé. C'est une cérémonie de remise de chèques bancaires en faveur du programme AWEP Guinée par le réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit de Guinée-Yétemali. Un chèque d'une valeur de 500 millions de francs guinéens. Il va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de ces femmes évoluant dans le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines de Guinée, AWEP, et parrainé par la première dame de la République, Aya Yene Condé. Ce prêt va permettre aux femmes de AWEP Guinée d'augmenter leur productivité, d'accroître leurs revenus et d'exporter des produits de qualité à travers AGOA. Ce programme est important pour la promotion des femmes africaines. Donc c'est pour ça que la barre est dans votre camp, AWEP Guinée. Il faudrait faire impliquer à 100% le gouvernement guinéen à travers sa première dame. Le 19 juin 2013 dernier, une convention a été signée entre cette institution de microfinance et le programme AWEP Guinée pour assurer le financement aux sociétés et chefs d'entreprise membres des AWEP en vue de l'atteinte de leurs objectifs. La priorité chez nous, c'est d'aider les femmes et les jeunes. Si vous regardez dans nos lignes de produits, vous allez constater qu'il y a plus de produits destinés aux femmes qu'aux hommes, spécifiquement femmes. À travers ce prêt, les femmes entrepreneurs de Guinée s'engagent à enrichir de nouveaux produits de qualité pour une meilleure compétitivité à l'échelle internationale. Forte mobilisation des populations de Tormelin dans la préfecture de Fria pour soutenir le programme de développement du président de la République. Les habitants de Tormelin et environnants ont exprimé leur joie au Premier ministre, chef du gouvernement. Les actions de développement en cours dans le pays augurent de l'espoir. Moussa Bangoura et Ousmane Kamara étaient de la partie. Tormelin, une localité située à 25 km de la préfecture de Fria. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie du gouverneur de la ville de Conakry, était l'hôte des populations de cette localité. Les populations massivement mobilisées ont magnifié les efforts du président de la République, professeur Alpha Condé. À partir de son programme de développement, nous avons construit la mosquée sur fonds propres. Nous avons construit le logement des cadres. Nous avons construit le logement des enseignants. Nous avons construit un poste de contrôle et des bas-fonds ont été aménagés.
Très ravi de cette mobilisation, la mission gouvernementale appelle les composantes de cette contrée à resserrer les rangs afin de gagner le pari du changement. Je remercie la population de Fria, notamment de Tromelin. L'enthousiasme que j'ai vu ici, quand le concret est là, il faut oser dire que c'est le concret. J'engage toutes les populations à laisser l'ethnostratégie, le tribalisme, le communautarisme et suivre la ligne du changement pour la prospérité de nos jeunes. Avec la réalisation des infrastructures communautaires dans cette sous-préfecture de Fria, les sages et la jeunesse de Tormelin se disent déterminés à accompagner les autorités dans l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a rencontré les membres des ONG évoluant dans son secteur. Khalifa Gassama Yabi a mis l'occasion à profit pour expliquer aux participants les grandes recommandations de Genève. Falilou Diallo a suivi la rencontre. Reportage. Partir du passé pour créer une nouvelle stratégie de défense des libertés publiques, passer en revue les résolutions de Genève, mettre en place une plateforme ou un cadre de concertation entre le département des droits humains et les ONG évoluant dans le domaine, telle est la quintessence de cette rencontre. Il a parlé de la mise en place d'un groupe de réflexion, il a parlé de la création d'un observatoire pour véritablement surveiller les lieux de détention, il a aussi parlé des cas de détention abusive en Guinée. Il a dit que ce comité va travailler pour recenser tous les cas de détention abusive en Guinée et voir dans quelle mesure on peut apporter une solution juridique. On ne doit pas perdre de vue que nous devons mettre en place l'institution nationale des droits de l'homme. Et cette institution, une fois mise sur pied, pourra prendre en main tous les aspects concernant les droits de l'homme. Au cours de cette rencontre, le ministre Gassama appelle le tableau des droits humains en Guinée et il n'est pas passé par le dos de la cuillère. Mon objectif avec cette rencontre, c'est de travailler avec les ONG sur les questions de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est de travailler sur les questions de torture, c'est de travailler sur les questions de violences faites aux femmes, c'est de travailler sur les questions de détention abusive, c'est de travailler sur les questions de protection des mineurs, c'est de travailler sur les conditions de détention dans nos prisons, notamment sur les questions de surpopulation carcérale, avec nos différentes expériences, les avis qui sont donnés pour faire avancer les choses. Le département des droits humains veut que ce genre de rencontre soit mensuel. Et la bonne nouvelle pour ces organismes de défense des droits humains est qu'ils seront désormais associés dans les missions au niveau des centres carcérales et autres lieux de détention. En plus bref, le ministre de la Communication poursuit son séjour de travail à Paris. Alocene Makalera Kake a été reçu ce mardi soir par les responsables de Canal France International et du ministère français des Affaires étrangères. Il est accompagné par le directeur général de l'ARTG. Nous y reviendrons. La formation des formateurs en reportage télé s'est achevée en Allemagne. Plusieurs journalistes des pays africains, dont la Guinée, ont pris part à ce rendez-vous des médias. Les bénéficiaires pourront désormais transmettre leur expérience à leurs confrères africains. La rencontre a duré 2 semaines. Ibrahima Keita ne fait le point. Voilà le siège de la Deutsche Welle Academy. C'est ici que des journalistes, caméramans et monteurs vidéo venus de 3 pays africains ont appris les techniques de base de la formation professionnelle. Les 2 semaines d'apprentissage ont permis aux participants venus du Congo-Brazzaville, du Sénégal et de la Guinée de se familiariser avec des concepts et méthodes de formation, du langage pédagogique en passant par l'élaboration d'un plan de formation, son exécution jusqu'à l'atteinte des objectifs pédagogiques avec à la clé des supports de formation. Ces spécialistes en réalisation de reportages, de magazines et de grands reportages sont les premiers produits de la Deutsche Welle Academy en Afrique. Je revendique tout d'abord un esprit ouvert, une volonté d'expérimentation et une volonté d'apprendre et vraiment de mettre en question tous les tâches quotidiennes, tous les trains quotidiens qu'on a pour vraiment changer de rôle. Parce que c'est autre chose d'être un journaliste, de faire un bon film et c'est autre chose d'être un bon formateur. Comme ça, il faut clairement sauter le gap pour être de l'autre côté et je demande cette ouverture d'esprit pour faire justement ces pas-là.
Désormais dotés de connaissances leur permettant un transfert de connaissances, ces journalistes, caméramans et monteurs vidéo se disent disposés à apporter leur savoir-faire aux différentes télévisions de leurs pays respectifs. Après le Congo, le Sénégal et la Guinée, le Bénin, le Cameroun et le Mali sont attendus pour le mois de juillet 2014. 6 pays retenus sur 39 au départ de ce projet de la Deutsche Welle Academy en 2011, dénommé Histoire africaine, dans sa première et deuxième phase. Merci Bramekita pour ce reportage. Nous restons en Allemagne pour parler du symposium des affaires publiques, militaires et des médias qui vient de se tenir là-bas. Une quarantaine d'officiers journalistes des pays africains ont participé à cette rencontre d'échange d'expériences. Les travaux ont permis de renforcer les capacités des bénéficiaires. Isidore Nanamo de Tunkarata, notre reporter, était à ce rendez-vous. Suivez son compte rendu. Le symposium des affaires publiques militaires et des médias de Garmisch en Allemagne a été rehaussé de la présence du général David Rodriguez, commandant de l'US-Africom. Les débats ouverts ont permis à la cinquantaine de participants de passer au script plusieurs questions. Des thèmes comme la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue en Afrique, la collaboration entre militaires et médias en temps de crise, ainsi que le rôle et la mission du commandement des États-Unis pour l'Afrique ont été passés au peigne fin. On ne peut pas avoir de développement sans sécurité. Et on ne peut pas avoir une sécurité durable sans développement. Voilà. Et pour ça c'est l'importance d'avoir un dialogue profond entre les communautés civiles et les militaires. Le but africain est de soutenir le pays africain pour développer leur propre armée, leur capacité. Et l'Africain fait beaucoup de formation au continent. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique a également initié des séries de formations pour l'ensemble des participants. Ce, dans la logique de sa mission d'appui et de renforcement des capacités des unités militaires africaines au bénéfice de la bonne gouvernance, de la préservation de la paix et de la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, le journaliste a su savoir comment faire quand il s'agit du reportage au niveau des opérations militaires, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour entacher ou bien entraîner des conséquences aux opérations militaires avant même qu'elles se déclenchent. Donc, de part et d'autre, les militaires savent qu'est-ce qu'ils doivent faire avant et les journalistes savent qu'est-ce qu'ils doivent dire aux autres avant que les militaires n'agissent. La remise de satisfecit aux participants venus de plusieurs horizons, dont la Guinée, et la visite du centre Georges Marshall ont mis fin aux travaux de Garmisch. Le symposium de Garmisch, ici en Allemagne, a été un véritable rendez-vous de donner et de recevoir. Les participants partent d'ici avec l'assurance d'être mieux outillés en termes de relations entre militaires et médias au service du public, mais aussi et surtout sur l'essence même de la mission du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Isidore Nanamo de Tunkarata, ici à Conakry. La semaine de l'eau se poursuit sur nos antennes durant 7 jours. La RTG vous propose des éléments de reportage et des magazines sur l'eau. Ce soir, nous allons évoquer les conséquences liées à la consommation de l'eau impropre et les efforts de la SEG pour offrir de l'eau potable aux populations. Le reportage de Tierno Ousmane Diallo. L'approche des grandes pluies, une question est sur toutes les lèvres des médecins de cet hôpital national. Vont-ils devoir à nouveau traiter autant de patients souffrant de maladies hydriques comme lors des 2 dernières saisons hivernales? En 2012 et 2013, la Guinée a enregistré des centaines de malades atteints du choléra, une maladie due entre autres à la consommation de l'eau non potable. Cette année, la prévention est de mise. L'eau est une source de vie et précisément l'eau potable est à consommer par la population. La non-consommation d'une eau potable peut avoir des conséquences fâcheuses au niveau de la population parce qu'elle peut entraîner des maladies qu'on appelle les maladies hydriques, entre autres le choléra et l'amibiase qui peut entraîner une dysenterie. C'est pourquoi nous lançons un appel à toute la population de consommer rien que de l'eau potable, de se laver les mains pour lutter contre les épidémies qui sont liées à la
non-consommation de l'eau potable. Avec l'approche de cette saison pluvieuse, nous lançons un appel solennel à toute la population de bien vouloir accepter de consommer l'eau potable. Mettre de l'eau potable à la disposition des populations, c'est la mission de la SED. Société des eaux de Guinée. Avec une production journalière de 167 000 m3, l'entreprise met en œuvre une politique de désinfection des eaux des stations de traitement à la sortie des robinets. Dans ce laboratoire de la SEG à Kaloum, une équipe analyse quotidiennement des quantités d'eau recueillies à différents niveaux à travers le pays. Il faut s'assurer que l'eau destinée à la consommation est de qualité. Nous sommes contrôlés aussi par un autre laboratoire qui relève du ministère des petites et moyennes entreprises. Ce laboratoire, c'est le laboratoire de Matoto, c'est-à-dire l'Office central de contrôle de qualité, qui a un programme d'échantillonnage et d'essai indépendant de tout ce que nous faisons comme autocontrôle de la qualité de l'eau. Mais jusqu'à ce jour, aucun résultat impropre à la consommation n'a été enregistré pour 2014. Sur le réseau de Conakry, en plus du chlore qu'on appelle le HTH, nous utilisons le chlore gazeux qui a un pouvoir bactéricide très élevé à la sortie de Yessoumou pour la désinfection. Recommandée par le médecin pour éviter les maladies hydriques, l'eau potable est aussi indispensable pour l'organisme. Pour maintenir l'homme en bonne santé, les études révèlent qu'il est important de compenser la quantité perdue par des apports, d'où l'importance de boire 2 à 3 litres d'eau potable par jour. L'autre image de l'actualité nationale, les filles et fils ressortissants de Ouassoulou étaient en concertation dans la préfecture de Mandiana. Entre autres sujets abordés, le renforcement de la cohésion sociale et le développement de Mandiana. Ce forum de réconciliation était initié par l'association des femmes balayeuses. Sekou Fernand Kourouma nous fait le point. Ville aux multiples potentialités minières et agricoles, Mandiana vient de se réunifier. Elle était depuis plusieurs décennies minée par des conflits inouïs d'une extrême gravité. Des conflits qui auraient fait total 9 morts selon les statistiques préfectorales. À l'origine, l'occupation des terres dans les zones d'exploitation aurifère. En cela, il faut ajouter des conflits agricoles et politiques. Une situation qui freine inexorablement l'émergence économique de cette préfecture. Conscients de cette réalité, les femmes balayeuses de Mandiana ont initié ce forum. Ce forum résulte d'une véritable prise de conscience autour de la nécessité d'assainir non seulement notre environnement, mais aussi et surtout celui de nos cœurs en vue d'instaurer dans nos communautés une paix durable, condition essentiellement de leur épanouissement socio-économique. De mémoire des Mandianaka, nulle rencontre dans leur préfecture n'a mobilisé autant de monde. Toutes les parties en conflit autour d'une table dénotent de la prouesse et de la dextérité des fils de la région. Ce forum est une étape importante dans le processus de réconciliation des fils et filles de Mandiana, qui, j'en suis convaincu, sont résolus à faire les efforts nécessaires pour se réconcilier avec eux-mêmes. Je vous prie, chers frères et sœurs, à cause de notre religion, à cause de Dieu et de notre fraternité, d'enterrer la hache de guerre pour construire notre préfecture. Ce forum coïncide au 39e anniversaire de l'érection de Mandiana en préfecture, une occasion célébrée dans l'allégresse et avec comme perspective de promouvoir les idéaux de paix du chef de l'État dans la région. La PIP, l'Agence pour la promotion des investisseurs privés, vient de tenir son premier conseil d'administration à Conakry. Un plan d'action pour les prochaines échéances a été adopté. Les précisions avec Mohamed Tewa Souma. Procéder à la revue et adoption de la stratégie et plan d'action et au rapport Doing Business, tels sont entre autres points débattus au cours de cette première session du conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des investissements privés APIP. Puisque le conseil a été mis en place, il aidera la direction dans les orientations par rapport à la stratégie, dans les orientations par rapport aux grands objectifs pour la promotion du secteur privé, et il aiderait également la direction à développer des relations avec les départements techniques, les institutions publiques, les institutions internationales, les bailleurs de fonds et tout autre partenaire intéressant pouvant contribuer à la promotion du secteur privé guinéen.
L'amélioration du climat des affaires devrait être soutenue par les investissements dans un pays. Créé en 2011 puis rattaché à la présidence de la République, l'APIP a pour vocation de faciliter et de soutenir les investissements de la mise en place du guichet unique. La grande offensive du CRAC, le collectif pour la réélection du président Alpha Condé, déplace des foules. Ce week-end, les populations de Ratoma se sont fortement mobilisées pour exprimer leur soutien au programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Suivez le compte-rendu de Amadou Touré. Le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé est un mouvement de sensibilisation et d'information des populations guinéennes sur le programme de société du président de la République. Depuis plusieurs mois, ce groupe de cadres rencontre les populations des différentes communes de Conakry. Après Kaloum et Dixine, c'est au tour de Ratoma de recevoir la coordination du collectif en vue d'une sensibilisation sur le programme du chef de l'État. Dédiant son mandat aux femmes et aux jeunes qui sont le socle de développement de toute nation. La couleur a été annoncée dès le départ. Notre pays revient de loin. Après la longue transition qui s'est achevée avec l'installation de l'Assemblée nationale, le retour à la démocratie est devenu réalité. Consolider ses acquis passe forcément par une unité nationale. Satisfait de la mobilisation des populations de Ratoma, la coordination du CRAC a tenu à remercier les militants pour leur adhésion. À en juger par la foule compacte qui est là, à en juger par l'enthousiasme militant qui caractérise tous ceux qui sont là, nous disons que pour un premier coup d'essai, c'est un coup de maître à Ratoma. Le bilan qui est là est hautement positif et nous nous apprêtons tous pour soutenir le professeur Alpha Condé en 2015 pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Je crois que c'est bon pour le pays parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts dans tous les secteurs de l'économie, notamment les infrastructures de base. Les routes, les télécommunications se modernisent et la Guinée c'est un pays en chantier. Donc il faut donner de la chance à ce nouveau chantier de se consolider et c'est la raison pour laquelle je pense qu'en 2015, toute la Guinée va se lever pour un seul homme pour réélire le professeur Alpha Condé et continuer la politique du changement positif. Cette campagne d'information et de sensibilisation du CRAC s'étendra sur les 5 communes de la capitale et l'ensemble des préfectures du pays. Et puis l'Assemblée générale du Conseil international du sport militaire CISM s'est tenue à Quito, en Équateur. Vous le voyez donc en image. Notre compatriote, le colonel Doramabi Koïta, a été élu au poste du secrétaire général de cette institution. C'est le premier Africain à occuper ce poste depuis la création du CISM. La Guinée a été donc honorée. Nous reviendrons sur cet élément dans les prochaines éditions d'information. Sport enfin, avec la 14e journée du championnat du football, Ligue 1, une journée qui relance l'intérêt du championnat. Le résumé des matchs, c'est le Tata Yalo. Coup de but au compte de cette 14e journée de Ligue 1. Le réveil du Baté a fait très mal. Victoire 4-0 au dépens du FC Sumba du Breka. Le leader, l'AS Kaloum, chute 1-0 face au Satellite FC. Le Oroya de Conakry continue sa marche en avant, dominant 3-0 le club espoir de l'Abbé. La saga de Sigiri, tenue en échec 0-0 par le Santoba de Conakry. Le CIK se reprend bien en dominant l'Atlético de Coléa sur le score de 1-0. Et en clôture de cette 14e après-midi, le FC Séquence de Dixine, toujours aussi surprenant, domine le Félossard de l'Abbé sur le score de 2-0. Vous savez, le match d'aujourd'hui était un match purement tactique. Donc quand c'est tactique, quand les deux équipes se valent, la différence se crée au niveau de l'individualité. Donc on a essayé de faire de l'individualité, on a scoré rapidement le début. Et c'est ce qui nous a aidé en deuxième mi-temps. Et j'ai joué un peu en deuxième mi-temps la défense. Au classement, l'AS Kaloum est toujours leader avec 30 points, mais voit le peloton revenir avec un rythme effréné. Le FC Séquence est deuxième avec 27 points et le Oroya troisième avec un match à moins avec 25 points. En bas tableau, l'AS Baté Nafadji et les espoirs de l'Abbé sont toujours dans la zone des relégables. Et puis un match retard de cette 14e journée, le Roya s'est imposé ce soir même face à la Sumba de Dubreka sur un score de 3-1, ce qui permet au Roya de monter à la deuxième place du classement à 2 points du leader
l'AS Calum. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.